Bonjour à tous, bienvenue au stade Saint-Symphorien pour ce numéro de Mon Graouli à moi, l'émission estivale qui donne la parole aux fans du FC Metz. Aujourd'hui, un champion du monde de Muay Thai nous attend. Avec lui, on évoquera entre autres choses Jacques Songo ou encore le passage des années 90 à 2000. Mon Graouli à moi avec Charles François, c'est maintenant. Bonjour. Bonjour. Charles François, bonjour et Yin Di Tongpap. Kampontap. Voilà. Bon, alors, je ne sais pas ce qu'on vient de se dire. Moi, j'ai dit bienvenue en thaïlandais. Prononciation pas terrible. Ça va. Ça va, ça passe. Ouais, c'était compréhensible. Ouais. Je parle un peu thaïlandais parce que, bien évidemment, avec toi, Charles, on va parler de cette incroyable trajectoire dans le Muay Thai, la boxe thaï, mais aussi de ton autre passion. C'est celle qui nous amène à être ici en tribune sud, dans ce stade Saint-Symphorien que tu connais bien, que tu fréquentes régulièrement. Une première vie, si je puis dire, qui existe encore dans la boxe thaï. Et c'est ce qu'on va découvrir en feuilletant, en épluchant un petit peu ton CV. Puisque la vie est affaire de choix, tu n'as pas hésité longtemps lorsqu'à 14 ans, le gardien de but que tu es échoue au test de sélection du FC Metz. Tu décides alors de t'adonner à ton autre passion, sans doute la plus dévorante, le Muay Thai, un sport dur, exigeant, dans lequel tu te développes et progresses au point de partir régulièrement pour la Thaïlande, où tu passes pas loin de 2 ans en cumulé. Là-bas, tu découvres un autre monde, des combats parfois devant 100 000 personnes et la notoriété qui va avec. Tu t'y construis surtout un palmarès hors norme pour un Européen. 7 titres de champion du monde et une ribambelle d'autres succès, mais difficile de vraiment vivre de ton art là-bas, en France aussi d'ailleurs, alors parce que tu as la tête sur les épaules. Tu te lances en Moselle dans une carrière parallèle de coach sportif. À 36 ans, tu es aujourd'hui à la tête de ta propre salle du côté de Marly, tout en ayant encore des envies de combat. Champions never die, telle est ta devise et ton mantra, parce que la vie est affaire de choix, donc, mais aussi et peut-être avant tout, à l'image de ton parcours, de mental et de détermination. Voilà, un petit résumé. Super. Je ne suis pas allé dans tous les détails, dans une énumération très exhaustive de tous les titres et de tous les succès, parce qu'il y en a beaucoup. Simplement, Charles, sans trop rentrer dans les détails, mais donne-nous quelques éléments de compréhension, et pour les téléspectateurs aussi, sur la spécificité du Muay Thai, parce que voilà, il y a pas mal de sports de pied-point, il y a le kickboxing, le full contact. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce qui fait la différence déjà en premier, c'est que ça s'apparente beaucoup plus à un art martial. Donc on a des codes. Pour l'entrée sur le ring, on a tout un cérémonial qui s'appelle le Wei Kru et le Ramway, où on a une sorte de Mongkong, donc c'est un cerceau qu'on a autour de la tête. On monte avec ça, avec quelques amulettes aussi qu'on peut mettre autour des bras. On fait une danse pour honorer la mémoire de toutes les personnes qui ont œuvré pour le Muay Thai depuis la nuit des temps, les anciens maîtres et nos anciens maîtres aussi, à nous aussi. Il y a toute une cérémonie, toute une cérémonie, il y a la musique qui est jouée en direct par des musiciens avec des flûtes javanaises, etc., qui donnent le rythme du combat. Il y a le système de pari, il y a le système de pointage de combat qui est bien spécifique. Et puis aussi, surtout, c'est un sport qui est très complet parce qu'on peut utiliser 8 armes. On peut utiliser nos poings, nos coudes, nos jambes et nos genoux. Et les genoux. Donc on peut aussi faire des saisies, on peut travailler en lutte debout, donc on appelle ça du Muay Pam. C'est de la lutte où on lutte debout pour essayer de soit projeter son adversaire, soit le balayer, soit essayer de mettre des coups de coude et des coups de genoux. Donc c'est un art qui est très complet et qui se différencie du kickboxing ou de la boxe anglaise ou de la boxe française, partout, toutes ces spécificités. Eh ben, on y voit plus clair. 7 titres mondiaux dans cette discipline. C'est assez rare pour un Européen, un Français, un non-thaïlandais, j'ai envie de dire. Ouais, pour un non-thaï. Mais après, ce qui a fait la différence, c'est que je n'ai pas hésité à aller vivre là-haut, à aller combattre dans les organisations thaï, à aller m'entraîner avec les meilleurs combattants thaï, à aller apprendre avec les meilleurs entraîneurs thaï pour intégrer le circuit et pour pouvoir parfaire ma discipline et parfaire mon style de combat. Le moment peut-être le plus fou, le plus fort, c'est ce que j'évoquais il y a quelques instants, ce combat devant 100 000 personnes, devant le roi. C'est ça. C'est lors des cérémonies de l'anniversaire du roi. Il y a 100 000 personnes autour du ring. Donc dans les rues, il y a des millions de personnes, parce qu'il y a toutes les personnes qui veulent de Thaïlande qui veulent venir dans la capitale pour essayer d'apercevoir le roi qui fait
un circuit en voiture ce soir-là. Donc c'était un événement un peu magique pour moi parce que c'est un événement que j'avais découvert à la télé au début des années, fin des années 99, début des années 2000. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire de la boxe et d'être là après à mon tour quelques années plus tard et de vivre ce moment-là et en plus de faire un championnat du monde à ce moment-là, mon premier championnat du monde, tous les éléments étaient réunis pour vivre une belle fête. C'est quand même sacrément culotté de se dire je vais aller là-bas. Dans le sein des seins de la boxe thaï, c'est chasse gardée des Thaïlandais, mais moi j'y crois, j'ai envie, j'aime ça, je vais aller là-bas. Je me suis dit que tant qu'à faire les choses, autant les faire à fond et essayer d'aller battre les meilleurs, rencontrer les meilleurs combattants. J'ai rencontré tous les meilleurs combattants de ma catégorie, même de différentes catégories de poids que j'ai pu faire. Et voilà, j'ai pu boucler la boucle comme ça et j'ai aucun regret maintenant, même si je dois arrêter ma carrière maintenant. J'ai fait tout ce que je voulais faire et c'est merveilleux. Alors tu as 36 ans Charles, on l'a dit. Et donc il y a, je crois, 3 ans, tu as décidé de lancer ta salle. Alors il faut préciser que ce n'est pas un club de boxe. C'est plutôt une structure qui te permet d'être coach sportif, c'est-à-dire que tu as différents types de populations et pas simplement des boxeurs, il y a aussi des non-initiés. Oui, totalement, on est à 90% des non-initiés. Ce qu'on fait, c'est qu'en fait on a 2 pôles. On a un pôle performance où on travaille avec des sportifs de haut niveau, donc de différents sports, que ce soit du foot, que ce soit du tennis, du basket ou autre, toutes les disciplines qui nécessitent d'avoir une discipline assez forte pour performer. Donc que ce soit, on intervient que ce soit sur le plan sportif, sur le plan nutritionnel, mais aussi sur le plan mental avec de la sophrologie, avec de l'hypnose, etc. Donc après c'est des processus qui vont être individualisés pour chaque parcours. Et on a une deuxième chose où on propose de la pratique de la boxe, mais de façon beaucoup plus ludique. On ne fait pas d'opposition et on propose ça dans un but de remise en forme et de rentrer dans une dynamique sportive, dans une dynamique d'activité physique un peu plus saine. De mieux-être, de bien-être, il y a toute cette optique-là, quoi. Ouais, en fait, je retransmets tout ce que ce sport et tout ce que le sport en général m'a appris dans mon enseignement pour que chacun puisse en tirer ce qu'il veut pour ses besoins personnels. Eh bien, c'est tout à ton honneur. Et voilà, il y a eu, avant ça, jusqu'à l'adolescence, une grande passion pour le foot. D'ailleurs, je salue au niveau du dress code cette couleur grenat qui se marie parfaitement avec le décor et l'arrière-plan. Tu as du sang grenat qui coule un petit peu en toi. Et il y a eu un tout premier contact avant même le FCMS avec le football. Voilà, tu es tout petit, tu joues dans un club de quartier. Comment ça se passe? J'ai commencé à l'UL Plantière à 4 ans. Donc avant de pouvoir faire les compétitions même, donc commencé à 4 ans avant d'avoir 5 ans. Ensuite j'ai joué à la haut jusqu'à 13 ans. J'ai déménagé, donc j'ai joué ensuite sur Bellecroix pendant 2 saisons. J'ai fait les tests de sélection du FCMS, je les ai réussis. Mais j'ai arrêté à ce moment-là en fait, en 2001, la saison 2000-2001. Alors tu fais Plantière, tu fais un petit peu Bellecroix où tu vois, je crois, quelques grands noms du FCMS parce qu'à cette époque-là, il faut le préciser, la réserve joue du côté de Bellecroix. Ouais, donc c'était l'époque de Adebayor, je crois. Adebayor, exactement. J'allais dire Danko Kanou, mais non, parce qu'ils ont le même profil, mais c'était Adebayor. Même gabarit. C'est ça. Ribéry, c'était le début. Voilà, tous ces joueurs-là qui sont passés aussi par la réserve et qui sont passés sur le terrain de Bellecroix. Donc j'étais juste à côté, donc j'étais là-haut tous les samedis et les dimanches pour tous les matchs. Et je crois que tu joues un match en tant que débutant aussi à Saint-Symphorien. Ouais. Mon premier souvenir avec le FCMS, c'est ici, sur la pelouse. Et on avait fait un tournoi sur la pelouse du stade en fin de saison. Et c'était la première fois que je foulais la pelouse de Saint-Symphorien. Qu'est-ce que tu ressens? C'était magique. C'était de voir ça, d'être au milieu des tribunes. Il y avait personne dans les tribunes, mais de voir le fait que ce soit un grand stade. Moi qui jouais sur les petits terrains à Plantière, là, d'être dans un grand stade, de voir du monde et de cette sensation d'être sur un tapis ou sur un billard quand on rentre sur le terrain. Voilà, j'ai encore les sensations sous les pieds des années après. Quoi. Alors tu as longtemps, tout gamin, tu jouais dans le champ. Ouais. Ensuite, tu es allé dans les buts. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu switches comme ça? On dit souvent les gardiens, pour être gardien, il faut être un peu barjot. Est-ce que c'est un lieu commun, c'est un cliché ou il y a cet esprit-là un peu? Ouais, après, il ne faut pas avoir peur en fait. C'est surtout ça. J'avais pas peur du contact. Et voilà, j'ai découvert ce poste grâce à de nombreux grands gardiens. Lionel Letizy ici, Jacques Songo avant, Bernard Lama. Pas trop de spoil, hein. On en parle tout à l'heure de voilà, Jacques Songo. J'ai découvert j'ai découvert ce poste différemment en regardant un petit peu ces grands gardiens. Et du coup, ça m'a donné envie de m'intéresser un peu à ce poste et ce qui m'a donné envie de tenter l'aventure.
Mais alors tu réussis les tests de sélection Ouais. en réalité Ouais. à Metz en tant que gardien de but. En tant que gardien. Tu as quoi? Tu as 14 ans à ce Ouais, c'est moment-là? ça, exactement, 14 ans. Mais il n'y a pas l'envie d'aller plus loin. Non, bah, c'était pas. En fait, je faisais du foot depuis tout petit. Depuis tout petit, et tous les jours, du foot avec les copains, à l'école, sortie d'école, les 2-3 entraînements par semaine, les matchs les week-ends. Mais j'ai jamais eu la prétention de vouloir devenir professionnel dans le monde du foot. Dans le monde sportif, oui, je sais que je sais depuis tout petit que ce que je veux faire, c'est travailler dans le monde du sport. Mais être footballeur professionnel, ça m'a pas du tout attiré. Ça m'a jamais attiré à aucun moment. C'est pas quelque chose que je m'envisageais faire. Du coup, tu t'es retrouvé face à cette situation Ouais. de manière naturelle, c'est-à-dire Ouais. c'était une suite logique. Voilà, on progresse, on joue dans les clubs de la périphérie de la ville. Ouais. Et à un moment, on a envie de se confronter un petit peu à la catégorie supérieure, Ouais. Ouais, ouais. mais sans l'objectif de vraiment Non. faire carrière. C'était Ouais. la boxe. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, on avait fait un tournoi et on avait joué contre les jeunes du FC Metz. On avait fait un bon match. On avait perdu 2-0, mais on avait fait un bon match. Et j'avais été repéré à ce moment-là, en fait. Bon, Plantière, en tout cas, qu'on salue pour ce parcours en Coupe de Ouais. France. Hein, c'était en 2021 de mémoire. C'était il y a 2 saisons, ouais, Il y a contre 2 Nancy, saisons. ici. Il tombe contre Nancy à l'occasion du 7e tour, si je ne dis pas de bêtises, en faisant une prestation Bah, il mène. très, très correcte. Ouais, il perd mène. 3-1, je crois. Ouais, il mène 1-0 et après, il y a la différence physique qui se fait. Bien sûr, club de Régional 3 à Ouais. cette époque et encore aujourd'hui, Ouais, ils il sont me maintenus, semble. ouais. Donc on comprend qu'au niveau sportif en tant que tel, le FC Metz ça s'arrête là, ou en tout cas tu décides de ne pas aller plus loin. En revanche, tu vas dans les tribunes, parce qu'on on a parlé tout à l'heure de ta première expérience en tant que débutant, où forcément tu en prends plein les yeux, tu es un petit enfant à ce moment-là. Mais le premier choc dans les tribunes, il se passe à quel âge? À 12 ans, je crois? Ouais, ça doit être aux alentours de là. Bah, c'était la saison. Il me semble pas que dans la saison où on finit deuxième, j'ai été au stade, mais la saison d'après, j'ai été au stade. 98-99. Ouais. Et c'est quoi? On y va avec les copains, on y va avec la famille, on a envie de découvrir ce Bah, que c'était c'est? avec le foot. D'accord. C'était avec le foot. Et après, bah, du coup, après, j'allais avec les amis, j'allais avec la famille après, ouais. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Dans les L'ambiance. travées du stade, là. Ouais, l'ambiance, le terrain qui est proche des joueurs. Ah, je me rappelle de ça, que c'était vraiment, ça faisait les stades à l'anglaise, beaucoup plus avant. Et voilà, tout ça, cette ambiance, d'être près des joueurs, de voir le monde professionnel en dehors de la télé, ça va plus vite. On comprend la subtilité quand on est proche du terrain, alors qu'à la télé, des fois, on ne se rend pas forcément compte à quel point c'est difficile. Et en grandissant, en te développant en tant qu'homme, dans la boxe aussi, tu as continué à garder un œil sur le club, suivre les résultats, venir au stade régulièrement? Comment Ouais, ça toujours depuis tout petit. Je suis un fidèle supporter du club, je suis toujours. Je viens au stade autant que je peux. Et je suis les joueurs, je suis toute l'actualité du club. Pour quelle raison? Parce que je te pose cette question dans le sens où, dans cette émission, souvent les gens nous disent la chose suivante: le FC Metz, c'est pas un club tout à fait comme les autres. Voilà, c'est pas interchangeable avec d'autres équipes du championnat. Il y a quelque chose en plus. Ouais. Est-ce que tu serais d'accord pour partager cette analyse et qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Bah ouais, c'est totalement ça. C'est un club à part. Hein. C'est un club qui fait le foot, c'est un club qui vit foot, fait partie du paysage du foot français et qui est un incontournable. Un club qui a une histoire, un club qui a des péripéties et tout ce qu'il faut pour l'aimer en fait. Il y a une dimension, c'est comme si on regarde une série, tu parles de péripéties avec le FC Metz, il se passe toujours quelque chose. C'est ça, exactement. On l'a vu sur les dernières saisons, notamment. Et alors, je crois aussi que le FC Metz est connu jusqu'en Thaïlande, jusqu'à Bangkok en tout cas. Ouais, exact. Raconte-nous. À Bangkok, en fait, ils sont fans de foot parce qu'ils adorent le pari. Dans la culture anglo-saxonne, ils sont à fond dans les paris sportifs. Donc, du coup, ils suivent toute l'actualité. Et notamment à Bangkok, ils suivent vachement Liverpool. Ils sont vraiment fans de Liverpool, la plupart des supporters de Bangkok. Et du fait de connaître Liverpool, de connaître Sadio Mané, ça les a amenés à suivre aussi le FC Metz et du coup à parier sur des matchs du FC Metz. Donc des fois, je me suis retrouvé dans une campagne à 300 km au nord de Bangkok, limite dans la jungle. Et puis il y a des gars qui me parlaient du FC Metz, des joueurs du FC Metz, parce qu'ils ont appris que je venais de Metz. Bon ben voilà, Sadio Mané nous a fait basculer à l'international et donc jusqu'en Asie du Sud-Est, ou en tout cas jusqu'en Thaïlande. On va poursuivre cette émission, Charles, en évoquant tes coups de cœur maintenant. Alors je t'ai demandé de me désigner, si je puis dire, un joueur marquant pour toi dans cette histoire du FC Metz qui est riche, qui est dense, qui a été traversée par beaucoup de très très grands joueurs. Et là, il y a forcément un peu le corporatisme du poste. Tu m'as parlé d'un gardien. Un gardien qui t'a impressionné, un gardien spectaculaire.
c'est Jacques Songo. Ouais, exactement, toi. Voilà, il te fait tousser, mais le c'est cœur est ça, là. Hein, quand même. ouais. C'est qu'il y a des choses à sortir. Ouais, voilà. Ouais, Jacques Songo, exactement, parce que du coup, du fait du poste, comme je disais, c'est des gardiens qui m'ont appris à avoir un œil différent sur ce poste, qui m'ont donné envie, et notamment Jacques Songo, parce que par son attitude, par sa grâce, par ce côté félin, ce côté dur, ce côté meneur d'homme, ça m'a intéressé, ça m'a attiré, et du coup, ça m'a poussé à vouloir en savoir plus et à moi-même essayer d'être gardien. Alors, quelques chiffres quand même pour resituer le personnage. À Metz, de 93 à 1996, c'est un peu son heure de gloire, son âge d'or avec le FC Metz. Il revient de 2001 à 2003, mais sur la deuxième saison 2002-2003, il ne joue plus vraiment. 80 sélections au total quand même en équipe nationale, 4 Coupes du Monde, une en tant que titulaire. C'est celle qui a eu lieu en France en 1998, où il a gardé le but des Lions indomptables de mémoire 3 fois. Et il y a un fait d'armes, quand même, Charles, c'est un arrêt qui est un petit peu célèbre. Je te l'ai préparé, je te l'ai isolé. Et j'aimerais ton analyse là-dessus, ton regard un petit peu technique, pour resituer. Nous sommes en finale de la Coupe de la Ligue 1996 face à l'Olympique lyonnais. Ça se termine sur une séance de tir au but. Le dernier tireur lyonnais s'appelle Marcelo, le Brésilien. Et face à lui, il y a un mur, c'est un certain Jacques Songo. Je te laisse découvrir et nous commenter tout ça, Charles. Ok, ça marche. Déjà le maillot mythique avec la croix. Ouais. Ouais. Donc là, oui, il n'est pas forcément bien tiré. C'est pas extraordinaire le tir. Pas forcément bien tiré. C'est une zone dans laquelle on marque souvent, mais je pense que sur sa course, il a fait une erreur. Et puis Jacques a absolument bien joué le coup parce qu'à l'époque, on pouvait sortir de la ligne. On voit là c'est pas là, il fait un pas pour couvrir l'angle et il est parti du bon côté. Il a bien anticipé parce qu'il a vu que le pied, la façon dont le pied du joueur était placé, il ne pouvait pas ouvrir son pied au dernier moment pour tirer de l'autre côté. Bon, bah écoute, tu es recruté en tant que consultant, mon cher Charles. Oui, c'est vrai que c'est tiré à mi-hauteur, quoi. Il n'y a pas une puissance extraordinaire. Ouais, puis la position de son corps, ça laissait vraiment présager qu'il allait. Ça pouvait venir que de ce côté, il ne pouvait pas ouvrir complètement. Surtout après avoir fait le match complet, avec la fatigue, le risque de blessure. Je pense pas qu'en étant ailier gauche, il a dû pas mal courir dans le match. Est-ce qu'il y a une part d'instinct quand on est gardien tout bêtement? Alors dans ce contexte des tirs au but ou pas, mais voilà, est-ce qu'il faut un flair qui ne s'invente pas? Ouais, après je pense que ça fait partie. Je pense que ce flair-là, on l'attrape avec l'entraînement en fait. Le fait de déchiffrer, c'est comme en boxe en fait. Le parallèle entre le poste de gardien et le rôle de boxeur, il est vraiment similaire sur ce point-là parce que c'est de l'anticipation, donc il faut avoir quand même ce flair, mais ce flair-là, on l'attrape parce qu'on voit et on répète les situations des milliers de fois et on apprend à les lire plus vite que la moyenne. D'accord. C'est ce qui va faire la différence. Le parallèle entre la boxe et le poste de gardien de but, j'allais y venir, mais on a compris l'idée, c'est une bonne anticipation. Et puis derrière, je précise quand même, derrière ce tir au but raté par Marcelo, eh bien, il y a Cyril Pouget, bien sûr, qui va aller transformer ce dernier tir au but et qui va donc offrir la Coupe de la Ligue au FC Metz. Et il y avait un chant, figure-toi, dédié à Jacques Songo. Il y avait le ou à Cantona. Et il y a eu le ou à Songo, voilà. J'ai perdu ce qui me restait de dignité. Voilà, ça c'est une anecdote personnelle. Est-ce que tu es d'accord aussi pour dire, Charles, que le FC Metz a vécu l'histoire qu'il a vécue aussi parce qu'il a eu d'immenses gardiens? Tu en as listé un certain nombre. Alors, il y a eu André Ray, François Remeter dans une époque plus ancienne, plus reculée, de façon plus contemporaine, Bernard Lama, Jacques Songo, Lionel Letizy, Farid Mondragon. Voilà, les gardiens ont aussi concouru à la légende du club. Le Kawashima aussi. Oui. Donc le gardien japonais de la sélection japonaise. On a un club, très très bon club formateur pour les gardiens et pour révéler aussi les gardiens. Donc avec notre système de jeu qui est assez défensif, ils sont souvent mis à l'honneur, donc ils ont du travail. Mondragon aussi, ça te parlait, ça? Ouais, bien sûr. Charisme, et puis très très décisif à chaque fois. Ouais, c'était un grand gardien. On a lignée de Chilavert. Oui, Chilavert paraguayen et bien sûr Farid Mondragon. Qui était colombien, extraordinaire saison. Ça, c'est un tout petit peu moins bien terminé avec cette histoire de... Bon, on ne va pas revenir sur ce sujet-là, c'était d'ordre extra-sportif. Tu parlais du fait que les gardiens à Metz étaient plus exposés parce qu'il y avait parfois des saisons assez défensives.
Ça m'amène à évoquer avec toi cette saison préférée. J'ai pas compris, Charles. Il faut m'expliquer, il faut nous expliquer. Tu as choisi de nous parler de la saison 99-2000. Ouais. C'est une saison où on était. Je pensais qu'on allait être sur un renouveau. Il y avait beaucoup de jeunes prometteurs. Il y avait Louis Saha. Oui. Il y avait qui d'autre en attaque? Gestrovic. Gestrovic. Alors, il y avait, pas un jeune prometteur, mais un joueur déjà un peu plus confirmé. Gestrovic, je crois que c'était l'époque de Skatchenko. Exactement, Gérald Baticle, qui finit meilleur buteur cette saison avec 5 réalisations. Ouais. Donc c'était une génération où on aurait pu se dire que ça allait prendre et que ça allait amener un renouveau, ce renouveau qui nous manquait décisif. Mais pour moi, j'ai vécu ça quand même comme une bonne saison. Je ne me rappelle plus trop du classement final, je crois que c'était 14e ou 12e, 11e okay. Pardon, à l'issue de cette saison. Et okay. notamment grâce, on va dire, au grognard de la défense post-98 avec, je crois qu'il y avait encore Sylvain Castel-Dutch, Philippe Gaillot, Pascal Pierre. Ouais. Des joueurs comme ça. Ouais. Et donc oui, on est dans une période un peu intermédiaire parce qu'il faut digérer 98, c'est ça. Il faut digérer Helsinki, il y a des choix qui sont faits, Robert Pires est vendu, Jocelyn Blanchard, Rigobert Song s'en va aussi, on privilégie les infrastructures et on est dans cette période intermédiaire qui va poser les jalons pour la suite. Ouais. Moi j'y ai cru. J'ai cru, je pensais vraiment que ça allait apporter quelque chose. Après, il a manqué peut-être ce facteur chance, facteur réussite où la mayonnaise elle a peut-être pas bien pris comme ça peut arriver, mais je trouve que c'était l'effectif, je trouve qu'il était construit de façon intelligente. Ce genre de saison doit servir de toute façon à lancer des périodes derrière. Il y a toujours des moments de transition comme ça dans l'histoire du club. Ouais, exactement. Et là, c'en était une belle, comme après le passage en national où ça a lancé Sadio Mané. Il y avait Andy Delors qui s'est lancé aussi à ce moment-là. Toute la génération Gambardella aussi qui a pu éclore à ce moment avec aussi des Kevin Lejeune, des Carasso, des Nicolas Fauvert qui était venu en Ligue 2 en 2013. Et c'est un peu comme cette saison où ça a pu permettre à des jeunes du centre de formation d'avoir du temps de jeu, d'avoir du temps dans un championnat qui est quand même dur, la Ligue 2. Et on verra ce que ça va donner, mais je pense que c'était formateur pour eux. Ils sont plusieurs effectivement à avoir signé leur premier contrat professionnel cette saison, 5 de mémoire. Et voilà, la transition est toute trouvée. Charles, tu avais envie aussi de nous parler d'un match en particulier et qui nous rapproche dans le temps de ce qu'on a vécu l'année dernière. Metz-Lyon, en toute fin de saison 2021-2022. On est à la 36e journée. Le FC Metz est très très mal embarqué en vue du maintien. Et cette victoire face à Lyon, elle redonne de l'espoir. Ouais, exactement. Ouais. On croyait que tout était enterré, que c'était fini. Puis vient la victoire à domicile contre Lyon. Et là, on se dit, mathématiquement, c'est encore possible. Il faut qu'on mette le paquet. On peut y croire. Et puis, c'est à l'image de cette saison aussi, où cette fois-ci, ça a tourné favorablement. Mais c'est souvent des histoires comme ça autour du FC Metz. But de Vincent Pajot. Le deuxième but. Joli but de Pajot, joli but de Lamkelze aussi, ce petit piqué. Les Lyonnais égalisent à 2 partout avec 2 buts de Dembélé de mémoire. Et puis il y a ce but incroyable de Farid Boulaya, cette praline là. T'étais au stade? Ouais, j'étais au stade. J'étais au stade. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois cette frappe de Farid Boulaya à la 90e qui donne la victoire? J'étais sur le point de partir. Oui. Je pensais que c'était fini. Je regardais du coin de l'œil et je la vois partir dans la lucarne. Je me dis, ça y est, c'est relancé, on peut y croire. Et puis 37e journée l'avant-dernière, le FC Metz bat Angers. On se dit que tout est encore possible puisqu'on est à touche-touche avec Saint-Etienne. Sauf que le dernier match, c'est au PSG. Saint-Etienne ne doit pas égaliser contre Nantes, mais Saint-Etienne égalise à la 79e minute. Je crois que c'était ça le scénario. Est-ce que c'est à l'image de l'histoire du FC Metz? On parlait tout à l'heure de série, entre guillemets, enfin le comparatif vaut ce qu'il vaut. Mais voilà, il y a ce côté éternel recommencement, éternel rebondissement toujours. C'est vraiment à l'image du club ces dernières années. Mais je pense que ça va aller en se pérennisant puisqu'on voit que tout est fait pour sur le plan sportif. Il faut ce petit déclic qui va faire que ça prenne, qu'il y ait des joueurs qui s'engagent sur la durée. C'est de plus en plus difficile, pour tous les clubs. Mais je pense que le système de formation qui est mis en place et le fait de donner de la place aux jeunes va contribuer justement à avoir ce côté pérennisé. Première étape, ce sera de se stabiliser en Ligue 1. Ce qu'on a réussi à faire sur 3 saisons consécutives il y a quelques années. Ça va être déterminant avec la Ligue 1 qui repasse à 18, donc du coup plus
plus d'enjeux. Donc là, c'est le moment pour les jeunes de briller et puis de montrer qu'ils ont l'amour du club. Merci beaucoup Charles, c'était très intéressant de t'écouter et comme ça de te remémorer tes souvenirs version Grenat et nous parler de ton parcours dans le Muay Thai qui est assez incroyable. Juste pour terminer, un combat est prévu ou pour l'instant c'est un peu l'expectative? Pour l'instant, j'ai pas de date. J'ai pas de date. Mais l'envie est là? Ouais, l'envie est là toujours. Ouais, de terminer dans des bonnes conditions. J'aimerais bien pouvoir organiser mes propres événements pour mettre en avant le Muay Thai et puis terminer sur une bonne note, faire un championnat du monde ici contre un Thaïlandais, ça, je pense que ça pourrait être sympa. Très bien, c'est tout le mal qu'on te souhaite et c'est ce qu'on suivra en tout cas te concernant. Merci beaucoup de rien, merci Charles, à toi. merci à tous de nous avoir suivis. À très vite pour un prochain Mon Graouli à moi.